Donc c'est un peu une manière de rendre hommage aux premiers Aurovilliens et c'est comme ça que j'ai commencé mon interview avec toi. Il serait temps. Parce que c'est vrai que quand on voit Pierre-Éluard assis à Tsatsanga, personne, enfin les gens ne savent pas que tu es là depuis 70, que tu as construit Euromodel, que tu as rencontré Mère, que tu as une des aventures tout à fait extraordinaires. On va peut-être commencer à parler de comment est-ce que tu es arrivé ici. Je crois que c'est un peu le départ. Comment est-ce que toi, Pierre, tu es arrivé à Auroville en 70? Écoute, je suis allé à Rishikesh parce que je cherchais un ashram où rester. Et c'était 1 heure sur le bord du Gange. Il y a un sadhu qui m'a appelé. Il m'a dit qu'est-ce que tu fais ici? Je lui ai dit je cherche un ashram pour rester. Il m'a dit si c'est pas fait pour toi, tu descends et tu vas voir la mer à Pondichéry. C'est déjà une belle histoire. Hein. Voilà. On commence avec une belle histoire. Ouais. Donc après, il m'a envoyé un gars qui était un disciple de Mère voir un petit peu à côté à Dehradun, que j'ai rencontré, qui jouait un peu les gros, tout ça, mais voilà. Et puis je suis descendu ici. Quelle année? En 69, c'était. 69. Ouais. Et qu'est-ce que tu faisais en Inde en 69? Eh ben, j'étais venu faire un trip de vagabondage ascétique. Voilà, avec rien, dormir dans les gares, dans les temples, faire un repas par jour. Voilà. Pourquoi ça te venait comment, toi qui étais éduqué en France, qui avait un peu un background de ça me venait parce que intérieurement, ça devait correspondre à quelque chose, tu vois. Et en fait, j'avais lu le bouquin de Lanza Del Vasto qui s'appelle Le pèlerinage aux sources. Bien sûr, bien sûr. Et après, il avait écrit un deuxième bouquin qui s'appelle le manuel de vagabondage ascétique, qui m'avait beaucoup plu. Je connais pas. Donc j'ai fait tous les ashrams, je suis allé chez Gandhi, j'ai rencontré Vinoba qui était vivant. Ah ouais, c'est un grand monsieur. Ouais. J'ai fait des milliers d'ashrams, le long du Gange, à Benares, à Rishikesh. Tout seul, sans argent. Tout seul, sans argent. Et j'ai même le retour, c'est-à-dire les aides de la France sans un centime dans la poche. Et là c'est un peu dur, mais bon. Ouais. T'apprends la vie. Tu veux dire qu'en Inde, c'est moins dur de ne pas avoir un centime dans la poche qu'en France? Non, parce qu'en France, quand j'avais pas d'argent, j'écrivais des poèmes sur le trottoir. Je mettais ma petite boîte et puis à la fin de la journée, j'avais bien de quoi bouffer, tu vois. Ouais. Mais c'est dur de faire 10 000 bandes sans pognon, tu vois. Surtout, tu vois, en Afghanistan, la police te prend et te met de force dans un autobus et puis les mecs ils aiment pas ça, ils te larguent au milieu du désert, tu vois. Ils se retrouvent là, dans le désert, sans rien, sans... Voilà. Après, il y a l'hospitalité puis arabe, les mecs viennent te chercher, ils t'emmènent dans le village, ils te donnent à manger, il y a des belles choses qui t'arrivent pas si tu as de quoi dans ta poche. Donc là, tu vas à Dehradun, tu rencontres ce monsieur. Ce gars-là qui m'envoie ici à Pondichéry. Toujours en 69. En 69. Mais j'étais un peu pouilleux parce que comme je dormais dans les gares et dans les temples, arrivé à l'ashram, ils m'ont même pas laissé rentrer en samadhi. Donc je suis reparti. Donc tu n'as pas vu Mère tout de suite? J'ai pas vu Mère. Par contre, je suis revenu à l'attaque 8 mois après en écrivant une lettre à Mère en disant voilà, que tu m'acceptes ou que tu m'acceptes pas dans ton ashram, je suis né pour réaliser. Elle dit qui c'est ce garçon? Tu vois. À qui elle a dit ça? J'ai envoyé des lettres à travers Purna, tu vois. Tu connaissais Purna? Non, mais j'ai essayé de la rencontrer. Tu vois, comme je tournais un petit peu autour des cercles, j'ai essayé de rencontrer qui est qui pour pouvoir m'introduire à Mère, quoi, tu vois. Ok. Et donc j'ai fait cette lettre à Mère très stricte, que tu m'acceptes, que tu m'acceptes pas ici, je suis né pour réaliser. Elle dit qui c'est ce garçon? C'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as écrit. Elle dit qui c'est ce garçon? Il veut rester ici, il veut aller où? À Auroville, à l'ashram, etc. Et Purna m'a dit écoute, va à Auroville, c'est peut-être mieux pour toi. Mais je travaillais déjà à l'ashram, je faisais la vaisselle chez Purna, dans tout ce qu'il faut. Ouais. T'avais déjà commencé ça? Parce que quand je suis arrivé ici, sur la mer. Quand je suis arrivé ici, j'ai demandé où le travail, tu vois. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est donner au travail, tu vois. Et donc, j'ai demandé où est-ce que je peux travailler. Donc, à tout ce qu'il faut, il y avait de quoi faire la vaisselle. Il y avait le bureau d'architecture en haut, au premier étage, avec Roger, donc il y avait de quoi gratter les maquettes de plâtre. Tu avais déjà un background de dessin Oui, parce que je suis une famille d'architectes, de promoteurs, de constructeurs. Depuis que je suis tout petit, je vais sur les chantiers. En fait, tu vois. C'est un truc qui me plaisait aussi. Mais j'ai pas cherché à faire quoi que ce soit qui me plaise, je m'en foutais. Pour moi, c'était important, c'est la... Donc tu faisais la vaisselle chez Purna en bas, voilà. Et tu dessinais un petit peu chez Roger. Voilà. Qui était là déjà. Il était déjà là. Voilà. Tu as sympathisé avec lui? J'ai sympathisé, et puis à un moment donné, il m'a dit pourquoi tu vas être ici? Et j'ai dit une phrase très forte pareil, je suis revenu, c'est ma vie. Il m'a dit ok, tu peux rester. Voilà. Ça c'est toujours 69? Ça c'est 70 après, quand je reviens à l'attaque. Ok. Ouais. Tu rencontres Mère tout de suite? Mais entre-temps, j'avais eu des visions dans les mondes intérieurs, tu vois, le symbole de Mère Shrobindo, en France.
Ah, t'es retourné en France. Je suis retourné en France et là, je m'asseyais tout d'un coup dans le monde de physique stupide, je voyais des symboles de merde tomber. Donc c'était... Tu avais des expériences intérieures. ouais. Et donc tu as compris que tu voulais revenir pour de bon à... Revenir pour de bon, on peut pas dire, parce que je me suis dit, je vais rester 2 ans, tu vois. Et au bout d'un mois, j'ai dit non, ça c'est clair. Après, tu reçois la force, tu reçois la grâce, t'as plus rien nulle part, quoi. Non. Ok. Ouais. Et tu rencontres Mère quand? Ben, j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai rencontré assez rapidement, en fait, tu vois. C'est-à-dire combien de temps après ton arrivée? Je sais pas quand trop bien, en fait, hein, je me rappelle plus trop. Est-ce que tu te rappelles de cette première entrevue avec Mère? En fait, c'est un Ouais. petit peu le centre de notre interview. Et écoute, j'ai eu la chance de l'avoir souvent, un peu de temps, pour plusieurs raisons. D'abord, Roger m'a amené à Mère, tu vois. Et puis, bon, ça n'a pas été des mots, hein, ça a été simplement un entretien qu'on va avoir avec Mère. C'est-à-dire? Où elle t'amène dans une autre dimension tout de suite, comme ça, tu vois. Et tu découvres. Raconte-nous. Comment expliquer ça, alors là, je sais pas. Tout d'un coup, quand je montais les escaliers, j'ai senti que ma conscience commençait à s'élargir. Je sortais de mon être, en fait, de mon corps, etc. etc. Tu peux dire ça, tout ça doucement et un petit peu plus en détail. Donc tu montes dans les escaliers au premier étage, au deuxième étage. J'avais les escaliers pour aller dans la chambre de mère, puis tout d'un coup, je sens ma conscience qui s'élargit, tu vois, et le corps devient un petit point dans le reste, en fait, tu vois. 40 ans après, ça te semble réaliste, impossible, ou ça te semble toujours très présent, cette expérience? Bah, plus que présent. Moi, l'expérience, j'en ai toutes les heures, tous les jours. Non, c'est tout à fait le début, quoi. Non, bon, t'écoutes, tu montes les escaliers, tu sens ta conscience qui t'élargit. Tu sors de ton être pour découvrir un autre être, en fait, tu vois, une autre dimension de la vie. Et après, en fait, moi, j'allais, en fait, tu le sais ça aussi, parce que je te voyais aussi souvent, moi, j'allais tous les jours à Samadhi, matin, midi et soir. Je m'asseyais sur la chambre de mère. D'ailleurs, j'écoutais tout ce qu'on lui disait, les gens qui lui racontaient tout ce qui se passait à Roville, dans les détails, mais des trucs incroyables, tu vois. Tu étais quoi, en bas sur les escaliers en pierre? J'étais non à l'endroit où il y a un petit jardin à côté de Samadhi, et sa chambre était là. Ouais. Moi, je me mettais là, tu vois. Ok. Donc ça, c'était la première rencontre. Après, comme j'avais des problèmes à supporter la force, j'avais mon corps qui tremblait, je sais pas si tu te rappelles de ça, non? Je me rappelle pas de ça, non? Si tu peux me le rappeler. Ben, j'avais un corps un peu faible, tu vois, donc quand ça descendait, c'était permanent, j'avais le corps qui tremblait, je ne pouvais plus travailler, tu vois. Je faisais ça, ma tête faisait ça. C'est un genre d'épilepsie? Non, non, pas du tout, c'était le corps qui était pas assez solide pour supporter ce qui descendait, quoi, tu vois. Donc Roger m'a amené voir mère, et là elle m'a fait des tas de pas, etc. Et ça s'est arrêté. Raconte-nous ces passes, parce que moi, je connais personne avec qui mère avait fait ça. Ben, C'est quoi les passes de mère? tu sais ce que c'est, la force, tu la connais. Quand la force descend, quelquefois, il y a C'est le très corps fort, qui... le corps qui a tendance à faire ça. Voilà. Et moi, comme j'avais un corps qui n'était pas très solide, parce que bon, je bouffais rien, j'avais pas d'argent, j'avais qu'un habit que je lavais le soir, pour remettre le lendemain, tu vois, donc... et puis, je sais pas, j'avais une telle aspiration qui était tellement comme ça que souvent, j'étais pas assez physique, tu vois. Donc, dans mon corps, il s'est installé des... Tu sens, ça fait des mouvements comme ça, mais ça devient des trucs permanents, tu vois. Donc c'était de plus en plus rapide? De plus en plus rapide, et donc ça me crée des problèmes pour travailler. Donc Roger m'a amené voir mère qui a arrêté ça, quoi. Donc Roger a expliqué à mère ce qui t'arrivait. Voilà. Et qu'est-ce que mère a fait à ce moment-là? Eh bien, elle m'a fait des... Elle m'a travaillé sur mon être intérieur, tu vois, pour stabiliser Physiquement, ça. ça se traduisait comment? Elle faisait des gestes? Des gestes, elle m'a fait des passes comme ça, dans mon être, derrière, dans la tête, etc. Tu vois. Et après, cette chose-là s'est arrêtée, c'était stable. Hein. Tu vois, je sentais la qui descendait, mais c'était stable, tu vois. C'était une vibration. Comme on le sent maintenant, sans bouger. Tu la sens toujours, cette force qui descend? Bah oui, je la sens. Et tu as ton corps qui vibre, tu as tes muscles qui vibrent, tu as tout qui vibre, mais ton corps il est solide, je veux dire, tu vois, il est pas comme c'était avant. Voilà. Okay. Donc tu avais la chance de voir mère très souvent? Oui, parce qu'il y a eu ça, il y a eu aussi les anniversaires, tu vois. Et puis il y a eu une fois où elle m'a carrément emmené dans mon être psychique, là c'était clair et net, tu vois. Une autre fois, j'avais demandé de faire... Tu peux raconter cette expérience de l'être psychique, c'est quand même... On peut pas raconter ça se raconte. C'est quand même la base de... Tu vois, tu peux rien dire, hein? Tu peux nous dire quelques mots, parce que dans tu 50 te sens ans, descendre les dans gens... la profondeur de ton être, et puis tu passes dans des choses que c'est tellement merveilleux que tu peux même pas en parler, quoi, tu vois. T'en pleures, c'est un truc incroyable. Et ça, c'était pendant la guerre du Pakistan,
tu vois, et d'ailleurs, mère, elle avait un regard dur, ça m'a un peu, tu vois. Elle avait un regard dur, mère, ce Ouais, jour-là. ouais. Et c'était pas dur pour moi, c'était, tu vois, le regard que mère pouvait avoir. Et bon, ça c'était ça, puis après les anniversaires, et puis après j'ai fait adopter une petite fille par quelqu'un, et à l'ashram ils avaient marqué au tableau mère ne peut plus voir les enfants, elle est fatiguée. Et moi j'ai écrit une lettre à mère en disant voilà, je voudrais présenter une petite fille que j'ai fait adopter, est-ce que vous pouvez la voir? Et elle m'a dit je te ferai appeler. Et 3 mois après, elle m'a fait appeler, avec la petite, tu vois. Donc mère se rappelait de ton nom, elle Voilà, savait mais qui tu ça étais. m'a complètement sidéré, tu vois, ça m'a complètement... voilà. Et qui était cette petite? Une petite qui est partie en France, qui a été adoptée par des Français, ça s'est pas bien passé d'ailleurs parce que tu sais, c'est deux cultures, hein. Les gens ils adoptent un enfant parce que je sais pas quoi, et puis la petite elle est indienne, alors un peu plus lente, un peu plus pas ça, un peu plus. C'est notre culture, tu vois. Donc, Et puis après, il y a eu cette histoire quand je suis parti traverser le centre des Indes à pied, sans manger. Tu peux nous raconter ça? Tu dis les choses en 3 mots, mais... Et écoute, à un moment donné, j'ai eu envie de partir dans le nord des Indes à pied, de Pondichéry. Et puis j'avais rien, donc j'ai fait ça sans argent. Tu en as parlé à sans manger. Roger, à Pouna, à Mère, ou t'es Non, parti? je me suis cassé en douce un peu, comme ça. Mère était encore là. Mais elle était encore là. Et pourquoi ce désir de partir pieds nus dans le nord de l'Inde? Je sais pas. J'ai toujours été un peu, tu sais, à mon avis, j'ai dû être un sadou dans la vie d'avant, parce que d'ailleurs, toutes les expériences, je les ai vues rapidement, tu vois, et des ouvertures rapidement. Et donc. C'est quelle année ça? Alors, je me rappelle pas du tout les années. Mère était encore là, donc Mère était encore là, ouais, 72, 73. Et donc je suis parti, j'ai traversé le centre des Indes à pied pendant les grosses chaleurs, de quoi te tuer un homme ou te rendre fou. Même les Indiens ne pouvaient même pas traverser la route. Et à des moments, je me faisais descendre dans des puits avec des cordes, tu vois, pour que mon corps il enlève la chaleur du corps, tu vois. Et c'était un point qu'à la fin, je sais pas, c'était bizarre ce qui se passe à mon âge, je ne pouvais même plus marcher, ni faire quoi que ce soit. C'est à mon avis les forces qui avaient s'étaient emparées des choses, tu vois. Et donc quand je suis arrivé ici, par la mer, je suis parti à l'hôpital. Et là, Donc tu es revenu, ça a duré combien de temps tout ça? peut-être un mois, un truc comme ça. Tu es parti un mois. Tu étais revenu en marchant? Et là, elle m'a écrit une lettre de sa mère. Elle m'a dit ma force ne travaille que dans l'harmonie. Voilà, pour me faire comprendre qu'il fallait se calmer, quoi, tu vois. Et ça t'a calmé? Oui, dans la mesure où j'avais les connaissances pour être calmé, parce que tu vois, la tête, des fois, quand on n'est pas vraiment. C'est pas détachant dans notre être, on n'attrape pas toujours les bons trucs, on ne sait pas trop ce qu'il faut suivre ou pas suivre, ou faire ou pas faire, tu vois. Donc là, on fait en fonction de ce qu'on est, quoi. Tu l'as gardé cette lettre? Quand ma maison a brûlé à 12h, j'ai sauté tout nu par la fenêtre et la lettre a brûlé dans l'incendie. Voilà. Tu étais toujours à l'ashram à ce moment-là? Non, je suis monté à Roville en 71, tu vois. Je travaillais à Pondy, j'allais à pied travailler par la plage. Tous les jours tu allais à pied à Pondy? Les 3 quarts du temps, ouais, à pied. À pied. Et j'arrive à la respiration le soir, on venait me chercher pour faire la vaisselle, tu vois. C'est pas mal. T'avais beaucoup d'énergie. J'avais envie beaucoup j'en ai toujours de l'énergie, hein, mais beaucoup de... Je pensais que le don de soi c'était important, tu vois, de pas... Non, j'ai toujours fait des boulots d'ailleurs très durs, la construction je ne sais pas ce que c'est bon, tu vois, la restauration c'est pas mal non plus, mais j'ai toujours pensé qu'il fallait se donner dans le boulot ou donner dans quoi que ce soit, tu vois. Tu as rencontré cette prème à quel J'ai moment? rencontré Satprem. Je l'ai vu tous les jours au Samadhi évidemment. Toi tu étais très souvent avec lui aussi, je te voyais. Mais moi je t'ai jamais vu sinon. Moi je te voyais, tu étais sur la plage, je marchais avec lui souvent, tous les soirs presque, non? Ouais, presque tous les soirs, ouais. Et à un moment donné j'ai médité avec lui parce que bon, je voulais me casser dans un monastère en Birmanie, dans un temple bouddhiste, parce que des fois tu craques un peu ici, tu vois. Voilà. Et je suis allé le voir et il m'a dit assis-toi avec moi et élargis-toi, tu vois. Donc on est allé à la mer tous les deux. Puis le lendemain, j'ai plus envie de partir du tout. Et tu l'as revu, tu as eu un petit peu des contacts beaucoup. Suivis Contact avec intérieur Satprem? très très fort avec Satprem, tu vois. C'est-à-dire que depuis qu'il a quitté son corps, c'est plus doux. Mais à l'époque, même il y a pas longtemps, je pense à lui, je pars sur un plan de conscience très fort, très puissant, très, tu vois, très solide. J'ai toujours un contact très, très profond avec lui. Comment est-ce que tu expliques un peu cette contradiction entre ton aspect très mystique
toujours vouloir partir dans les monastères ou en sadou, et en même temps ce côté très matérialiste de ta vie qui est la construction des maisons, la restauration aujourd'hui. C'est pour ça qu'on te Mais je voit ne suis pas assis matérialiste aujourd'hui. du tout. Les gens me voient avec des yeux, je ne sais pas d'où ils les sortent. Oui, tu non, vois. mais on te voit dans ton Moi, je suis restaurant pas- à ouais. Satsanga et personne n'a idée de toutes ces expériences. Tu vois, Et personne ne sait que je suis toujours un aventurier, ça emmerde tout le monde d'ailleurs. Que j'ai jamais 100 roupies à la banque, tu vois. Même si ça passe dans les messes, ça part à faire autre chose. Les gens autour de moi, ils deviennent fous d'ailleurs, si c'est des comptables. Tu vois, et d'ailleurs, ça emmerde tout le monde. Je suis sans arrêt jugé, descendu la mitraillette parce que je suis resté aventurier. Je veux dire, même si je suis, tu vas faire autre chose, c'est l'extérieur des choses. Mais je les ai pas choisis. Hein. Tu vois, le restaurant, j'ai pas voulu être restaurateur. Je me retrouve dedans et puis j'aime la vie, j'aime les gens et puis je fais des tout. Mais c'est pas, tu vois. qu'est-ce qui te reste Réellement, aujourd'hui? les gens, tu vois toujours avec des lunettes, mais c'est leurs lunettes. Hein. Oui, bien sûr, mais il faut quand même te connaître, il faut quand même savoir. Ouais, mais les gens qui me je connaissent savais au un petit restaurant, peu. tu vois, qui me connaissent vraiment, mais ils savent que tu vois, qui je suis, quoi, tu vois, je suis pas. Bien sûr, bien sûr. Comment est-ce que tu as vu Auroville tout au début? Tu il y vois, avait par rien. exemple, j'ai aucun sens dans la possession, c'est pour ça que je me suis retrouvé dans des histoires de merde pas possible, à aider les gens, des machins. Et si tu savais les dégâts que ça fait dans mon être, les gens qui m'attaquent, qui m'agressent, alors que moi, donner, pour moi, c'est tellement naturel, tu vois, le matin, je prends, je demande à des gens que j'ai tout, mets tout sur la table, tu vois. Je voudrais Par contre, revenir je voudrais revenir un peu à Auroville. Tu as vu Auroville tout au début, il n'y avait rien. Mm. Il n'y avait rien quand tu es arrivé à Auroville, Ouais. absolument rien. Non. Aujourd'hui, c'est quand même un endroit très beau, très, très paradisiaque. Quelle différence entre l'Auroville que tu as connu tout au début, l'impression que tu en avais et l'impression que tu as de l'Auroville d'aujourd'hui? J'ai pas l'impression. Je suis toujours en aspiration pour que les choses soient autrement, autre chose. J'ai pas l'impression, toutes ces choses-là, je sais pas. Tu sens Auroville aussi fort aujourd'hui que tu le Ah, sentais complètement. Puis alors, la manière dont travaille la grasse divine, mais c'est un truc incroyable. Heureusement déjà, parce qu'on serait tous, je sais pas où, tu vois. Ah, c'est clair. C'est clair, clair, clair. Est-ce que la présence de mer est aussi forte aujourd'hui Complètement. Et tu la sens comment cette présence? Bah, je la sens. Il suffit que j'y pense une seconde, là, tu vois, quand je me suis à parler, tout d'un coup, ma conscience va où il faut, tu vois. Et puis, le merveilleux, c'est comment elle transforme les hommes, tu vois, en dehors de tous leurs défauts, leurs qualités, leur histoire. Mais c'est un truc incroyable, heureusement d'ailleurs. Dans cette prime, il en parle très bien, ça, tu vois. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux. Que même si tu déconnes, parce que des sessions déconnent, hein, c'est vrai, des fois, c'est pas facile, on fait nos petites histoires, nos petites tricheries, tu vois. Incroyable. Pour moi, Auroville, ouais, c'est toujours aussi fort. Tu étais là quand elle a quitté son corps? J'étais là et j'ai eu une expérience extraordinaire en matrimandier. Attends, doucement, va doucement. Tu étais à Auroville, J'étais dans à cette Auroville. maison, dans cette maison ici? Non, j'étais à Romodel, Tu étais à Romodel. dans le storeroom. Et comment on te l'a appris? C'est Alain Antoine qui est venu me voir, qui m'a dit Pierre, mère a quitté son corps. Et quelle heure était-il? Hein? Quelle heure était-il? C'était le matin, c'était. Je crois que c'était 10h, un truc comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti? À ce moment-là, qu'est-ce qui t'est passé dans la tête? Va doucement, va doucement. Ouais. J'ai pas eu une seconde, une perte de foi de quoi que ce soit, par exemple, tu vois. Je me suis senti un peu coupable aussi de mes insincérités, tu vois. Sur le moment. Mais bon, je me rappelle plus trop non plus. Mais je suis descendu, j'ai vu le corps de mère, tout Et ça. alors, quand tu étais dans le corps de mer? Et moi, dès que je voyais mère, je partais tout de suite, c'est sur notre plan de conscience, tu vois. Donc, Pareil. qui était pareil, hein. C'était en général beau. J'allais au Samadhi tout 3 heures par jour, hein, tu sais, À ce moment-là. toujours. Après, il n'y a que quand je suis venu à Auroville, tu vois, que j'ai un petit peu arrêté de... Et est-ce que il te semble qu'à partir du départ de mer, les choses ont changé ou est-ce que ça n'a fait aucune différence dans la manifestation d'Auroville et du... Je pense que les gens qui ont connu mère, on est beaucoup plus en relation de cœur entre eux, tu vois. C'est-à-dire qu'il y en a des problèmes, parce qu'il y a plein de problèmes entre les êtres, c'est géré avec beaucoup plus de, tu vois, que ce qui s'est passé après, où c'est vraiment souvent un fusil mitrailleur, tu vois. Je sens ça. Il y a combien de gens qui ont connu mer à Auroville d'après toi? J'ai aucune idée. C'est un estimatif. Je sais pas, 50, 60 ans, je sais pas. Plus. Hein? Plus.
Plus. Tu crois plus que ça? J'ai aucune idée parce que bon, c'est pas un truc que Je crois que le fait que tu aies connu mère, c'est très, très privilégié, que c'est quelque chose de... Non, je pense pas être un privilégié. Je pense que je suis à un moment, quelqu'un d'autre est à un autre. Le travail est différent, ça se fait différemment, ça passe à travers des chemins différents, tu vois. Bon. Mais elle disait que l'évolution est en spirale, non? Tu descends, tu remontes, tu redescends, tu... Voilà, je sais pas quoi dire, tu vois, même... Par contre, c'est vrai que je sens que, bon, des fois, tu as envie de dire des choses, tu vois, qui manquent un peu ici. Maintenant, On va rester sur le positif, hein. On va rester sur le positif. Hein. Non, parce que quand même, ton expérience avec mère, tes expériences en Inde... Alors, qu'est-ce que c'est pour toi l'Inde? Finalement, tu es un des Européens qui a le mieux connu l'Inde. je suis, je crois, un des plus grands amoureux de l'Inde que tu puisses rencontrer, tu vois. Quand j'en parle aux Indiens, parce que j'ai cette relation très profonde avec l'Inde, tu vois, moi je vois un Indien, je fonds. Même s'il va me faire je sais pas quoi, je fonds, tu vois, je suis amoureux de l'Inde. Est-ce que tu trouves qu'Auroville est proche de l'Inde ou est-ce que tu trouves que c'est une île au milieu de l'Inde? Toi qui connais bien l'Inde, est-ce que quand tu es à Auroville, tu te sens en Inde? Ouais, je me sens en Inde, ouais. Est-ce que les Aurovilliens connaissent l'Inde? Je sais pas trop quoi dire, parce que finalement, au fil des ans, je fréquente très peu d'Aurovilliens. Je suis dans mon restaurant, je rencontre tout le monde, tu vois, mais je fréquente pas trop. Mais je pense que les gens qui viennent ici, oui, ils sont amoureux de l'Inde. Mais tu peux nous expliquer pourquoi tu aimes l'Inde? Qu'est-ce qui fait que tu aimes l'Inde? Est-ce que tu peux expliquer l'amour? Je ne suis pas sûr, tu vois. Non? Tu rencontres quelqu'un, tu l'aimes, il peut avoir les plus grandes qualités et les plus grands défauts, tu l'aimes, et puis c'est comme ça, non? Je crois. Ça passe pas à travers des données, tu vois, données de tête ou des données des données de cœur. Le cœur, ça aime tout simplement, non? Ouais, est-ce que le nord de l'Inde, tu es plus proche du nord de l'Inde, du Gange? Ben là, je suis allé à Delhi passer 3-4 jours, j'ai bien aimé. Hein. Je suis près de l'Inde, je suis quelqu'un de profondément près de l'Inde. D'ailleurs, les Indiens le sentent bien, tu vois, et pour lui, d'ailleurs, je reçois plein de gens très importants. On a tout de suite des rapports fabuleux, tu vois, parce qu'ils sentent que voilà, il y a ça. Quoi. Et dès que je quitte l'Inde, je ne quitte pas souvent, j'ai envie de rentrer chez moi, quoi, tu vois. 2-3 jours, j'ai envie de rentrer à la maison. Tu penses qu'Auroville ira aussi vite qu'on l'entrevoyait en 70? Non, ça c'est clair. Et pourquoi? Parce que la sincérité, je crois que c'est une chose assez dure. Et si on se mettait à être sincère, on irait encore mieux, plus vite, mais je ne suis pas sûr qu'on le soit complètement, ou tu vois. Mais ouais. Non, je ne pense pas du tout. Moi, quand je crois ici, je crois que les choses allaient se passer tellement, tu vois, tellement... En 70, tu pensais qu'Auroville se réaliserait en combien de temps? 20 ans, ou 25 ans. Et aujourd'hui? Je pense pas. Combien de temps alors? Je pense que c'est pas dans mes pensées, ça m'appartient pas. Je pense même pas. Chaque jour suffit sa peine, et puis après, Auroville appartient... J'y pense pas. J'y pense pas. Mais tu n'as jamais désespéré d'Auroville? Tu as jamais pensé que... Pas une seconde. Alors là, quand j'entends des trucs de désespoir sur Auroville, pour moi, c'est comme si tu penses que le divin va échouer, quoi, tu vois, c'est pas possible. Même si des fois, ça te paraît un peu compliqué, ces histoires-là, tu vois. Mais l'échec d'Auroville, non, ça jamais. Alors, pas une seconde. Parle-nous un petit peu de Remodel, parce que Remodel, c'était une épopée. Ça a quand même été la première, à part Aspiration, qui existait déjà quand on est arrivé, mais ça a été quand même la première communauté d'Auroville. Ça a été une communauté tout à fait exceptionnelle, parce que c'était des nouveaux matériaux. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots sur Remodel? Comment ça a commencé l'idée de Remodel? Ben, c'est Roger qui avait ça dans la tête, il voulait absolument faire un Remodel. Et bon, moi je travaillais dans l'architecture, mais je n'étais pas satisfait dans le sens où on était un peu amateur, tu vois, on apprenait le métier, et donc Roger était toujours en train de partir, de revenir, tu vois, il avait ses trucs en France. Et je voulais travailler. Alors des fois j'étais sur la planche à l'essai, je ne faisais rien, tu vois, parce que j'avais pas la capacité encore de vraiment faire, tu vois. Donc C'est que Roger n'était pas là pour me guider, tu vois. Il était souvent absent? Oui, parce qu'il avait ses affaires en France, tu vois, donc il passait quelques mois là-bas. Et donc j'ai trouvé le biais d'aller travailler en me foutant dans la construction. Au début, il ne voulait pas.
À un moment donné, mais je voulais même tout arrêter et c'est Mère qui m'a dit non, tu dois aller dans l'architecture, ça sera ton travail. Mère t'a dit ça. Et donc j'ai trouvé le biais quand même pour aller dans la construction et pas m'arrêter. Et donc c'est là où j'ai travaillé avec Roger, que ça a été fabuleux, c'est quelqu'un de très ouvert, Roger. Si tu te mettais pas comme ça avec le machin, tu l'as appelé, tu disais Roger, je pense que 10 cm là, je sais que ça serait mieux, il était d'accord tout de suite quand c'était vrai. Tu vois. Et puis bon, moi je suis très expérimental et j'ai fait des choses que les ingénieurs ont proposé à Roger, des choses enfin qu'il ne pouvait pas faire. Tu vois. Et donc, moi je me disais non, il ne faut pas rechercher la solution, il ne faut pas empêcher l'architecte de pouvoir s'exprimer, tu vois. Et donc c'est là où j'ai commencé à travailler cette histoire de ferrociment, tu sais. Parle-nous du ferrociment. Ferrociment, c'était quelque chose d'inconnu en Inde. Inconnu en Inde et puis presque de partout, tu vois. De partout. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on ne trouve plus le ferrociment. C'est pas quelque chose qui n'est c'est couramment difficile à mettre en utilisé. œuvre, tu vois. Donc les gens ne veulent pas se lancer trop dans les aventures. Là. Mais toi, tu en avais entendu parler comment? Alors moi, quand Roger me demandait des trucs, je disais c'est pas possible d'avoir des blocages, d'empêcher un architecte de dessiner ce qu'il a envie de faire. Okay. Donc il faut trouver la solution technique. Donc je suis allé voir des ingénieurs à Madras, à IIT, et un type super qui s'appelle Dr Ganeshan. Et j'ai dit écoutez, est-ce qu'on pourrait trouver des solutions? Il m'a dit oui, j'ai entendu parler de certains trucs, etc. Mais si tu veux, on va travailler ensemble. Tu vois. Donc j'ai commencé à faire des trucs avec lui, et puis on a eu quelques déboires au début parce qu'on a fait des fautes, on ne connaissait pas trop le matériau. Le ferrociment, il vient d'où? Tu ne nous as pas dit. C'était une technique qu'on se servait pour les bateaux. Ça, je me rappelle. Ouais. Ouais. Donc on a pensé d'appliquer ça aux maisons. Donc vous êtes les premiers dans le monde qui aient jamais fait des maisons en ferrociment, tu crois? Non, je crois pas, mais si tu veux... Tu peux le dire, hein, tu peux le dire. Non, mais en tout cas, ça m'avait marqué puisque les gens étaient venus de Londres pour voir nos trucs. On avait été mis dans les magazines à Singapour, dans l'international de ferrociment. Mais le ferrociment, moi je suis arrivé ici, je ne sais pas ce qui se passe avant, on va dire, tu vois. Tu connais d'autres où, par exemple? Bah, en fait, on a vécu un peu dans le Gard. Et il y a un bled dans le Gard qui a accueilli un bonhomme il y a pas mal de temps. Ouais. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais je pourrais retrouver. Et c'est vraiment lui qui a focalisé différentes techniques, le ciment, le béton armé et le ferrociment. Et il a fait des premiers objets, et puis ça a fait un bouquin, etc., donc c'est à peu près vérifié. Les premiers objets en ferrociment, ce sont des jarres qui contenaient des plantes, et on lui avait fait cette commande pour pas que ça gèle. Le type les laissait dehors, et ça ne gelait pas d'une année sur l'autre, alors que les plombs en terre gelaient. Donc ça a été le premier truc. Enfin, nous on ne connaissait pas tout ça. Avec l'ingénieur à Madras, on a trouvé des solutions, etc. Mais après ça s'est diffusé. Il y a quand même eu des. C'était pas connu à l'époque quand on a fait nous. Et après ça s'est appliqué au bateau, je crois. Et tu vois, par exemple, te dire un truc, tu vois, les éléments en ferrociment comme ça. Oui. J'ai commencé à travailler ça avec Pierre Legrand, tu vois. Et un jour, la maison de. Tu parles des toits de remodèle creux. Non, ça c'est dans notre histoire. La première fois qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis ça dans une poutre en béton. Donc la toiture, on ne pouvait pas respirer. Donc là, on a eu des fuites sérieuses, tu vois. Et après, on n'a plus bloqué le ferrociment du béton, donc la toiture pouvait respirer. Et ça s'est bien passé après, tu vois. Alors évidemment, on croyait qu'on pouvait faire ça sans étanchéité, mais c'est pas vrai. Quoi que tu fasses, béton, ferrociment, tu dois étanchéifier une maison, tu vois. Ouais. Donc ça, on va faire creuser. Donc voilà. Et la première maison, c'était laquelle? Celle de Castel? Carmen Baron. Celle de Carmen Baron. Carmen Baron. Qui existe toujours aujourd'hui? Qui existe toujours aujourd'hui. Hein. C'est une réussite finalement. Mais après 30 ans, alors tout le monde nous disait mais ça ne tiendra pas, et ça va casser, ça va tomber, et si, etc. Et après 30 ans, t'as pas un crack dans les toitures, hein, tu vois. Oui, la mienne, elle a plus que 30 ans. Et t'as pas un crack dans les toitures. Mais je te dis pas les gens qui ont défilé en disant... Donc, tu considères qu'aujourd'hui, Euromodel, c'est une réussite Oui, bien sûr. architecturale? Bien sûr. Architectural, bon, avec le temps, les choses se passent, mais ce que j'aimais, c'était surtout l'esprit de création. C'était pas le résultat, tu vois. Il y avait un esprit de création qui des fois, a un peu tendance à... On te dit, ah, tu connais ça? Non, on ne fait pas. Parce qu'à l'époque, Roger disait, ah, ben on y va aller, on fonce, tu vois. Par exemple, quand je travaillais pour son frère, c'était admirable, c'était un esprit extraordinaire, tu vois. La maison de Luc, qui est aussi une c'était première vraiment maison travailler dans un Euromodel. esprit d'Horowitz. Tu n'étais pas un entrepreneur, tu vois. Tu étais
quelqu'un qui fait la maison à un ami, un Eurovillien, avec les joies, les peines, un peu tout, quoi, tu vois. Oui, oui, Tu non, fais mais des raconte, conneries des ça, c'est fois, intéressant. c'était vraiment bien. Ah ben oui. Donc la maison de Luc a été quand même une des Des maisons- premières. Une des premières, une des Mais celle-là, des mieux la toiture a été réussies. faite en béton. Elle est en béton, la maison. Ouais, la de- toiture est en de béton. pas là aujourd'hui. Hein. Mais dans l'esprit d'Euromodèle. Complètement. C'est des gens charmants, tous les deux. Et il y a, à côté, il y a la maison d'Aster. C'est toi qui l'as faite aussi? Aussi, ouais. Qui est en ferrociment. Qui était offert Et aussi. qui est double celle-là. Et qui est double unité, ouais. Qui est Et double celle-là, unité. elle a 14 mètres de portée. Tu vois, les mecs Oui, sont oui, venus elle de était Londres énorme. pour voir ça, tu vois, des sortes de recherches avec ça d'épaisseur en toiture. Tu vois, alors on te dira qu'il faut être inconscient pour faire ça, mais des fois l'inconscient ça aide à faire des découvertes. Non, c'est sûr qu'aujourd'hui les gens viennent, je ne sais pas du monde entier, mais ils viennent voir ces maisons parce que dans Auroville, ce sont certainement celles qui ont le plus de caractère. Même si on considère qu'Euromodèle ne fait pas partie d'Auroville, c'est quand même des très très belles maisons. Alors celle d'Aster, tu l'avais faite pour qui? Pour Bernard Banque. Qui a mis une vache dedans, non? Il n'a pas vu? Je sais pas, mais bon. Ça a été une épopée. C'était une épopée, celle-là. Elle est belle. Il y a la maison d'André aussi, D'André. d'André Ababou et de Prémat. Alors celle-là, non, c'est pas moi, je l'ai commencé, puis j'ai arrêté après. Ça s'est arrêté au modèle à une Ça époque, s'est arrêté hein. à Et celle de Euromodèle. 45, celle de Roger qui Ça je me s'est arrêté rappelle. parce que Roger, c'est moi qui ai fait après. Roger est venu me chercher. Tu l'as pour le fini, mais tu l'avais fait pour 45 au début faire. celle-là. J'ai fait pour 45. Donc ça s'est arrêté. Ouais. Moi la mienne c'était une guest house qui n'était pas finie. C'est ça. Pourquoi ça s'est arrêté au modèle? Bah, ça s'est arrêté d'abord parce que, je dirais, je ne veux pas critiquer, mais bon, il y a des gens qui se croyaient très supérieurs, etc., qui commencent à dire, écoute, nous on est bon, on va reprendre ton truc, hein, on est meilleur que toi. Et moi, devant des trucs comme ça, je m'en vais toujours en courant. Hein. Et puis ils ont repris, puis ils ont fermé 2 mois après parce qu'ils se sont dit, oh là là, mais on ne savait pas ce que c'était, tu vois. Parce que c'est trop facile de critiquer avec la tête tant que tu n'as pas vécu les choses, tu vois. Bon. C'est quand même, ça a été fini finalement. Et Modèle, donc hein. ils ont repris, puis ça s'est arrêté. Alors après, chacun dans son coin a repris une ou deux maisons pour les finir dans un contexte un peu différent. Tu vois. Ouais, Est-ce que tu considères que Euromodèle est une réussite aujourd'hui? bien sûr, bien sûr. Et cette maison-là alors? C'est pas du tout dans le style d'Euromodèle. Et écoute, la maison là, c'est des furociments à plat. Hein, ils marchent dessus et personne n'a fait ça. Furociments à plat. Cette toiture là au milieu, c'est de la terre, carrément, tu marches sur la terre. Ouais. Et parce qu'en fait, même les trucs en terre, c'est Bibi qui a démarré ça au début de l'Euroville, tu vois. C'est qui Bibi? Bibi, ouais. Ah. Et puis après, ça s'est trop banalisé la construction, c'est parti dans un monde. Je dirais qu'en 76-77, il y a une espèce d'embourgeoisement de la société. Il y a quand même des maisons intéressantes qui sont faites depuis. Ouais, mais sur le plan créatif technique, pas Celle de Francis qui était en terre. C'est toi qui l'as faite, celle de Francis aussi, qui était en Ouais, terre c'est ça, c'est complètement. moi qui l'ai faite. Ouais. Mais attends, des ferrociments en porte-à-faux, hein, il y a fait là-bas. Alors, sur le plan technique, tu vois. Chez Luc, tu vois la cuisine? Ouais, ouais. Une arche comme ça, j'ai pas mis les murs en dessous. Une arche de 3 mètres comme ça, plate en briques qu'on a fait. C'est une relation incroyable. Ça. Après, j'ai rajouté les briques pour l'architecture. Ça n'a jamais bougé. Mais le client, le bureau, tout le monde te permettait de faire ça. Tu vois, donc il y a la création après qui se passe. Sur Création. la salle à manger, là, dehors, au-dessus Dans de la la petite table. cuisine. La petite Ah, cuisine. au-dessus, la petite cuisine. Petite cuisine, je te montre, il y a une tour. Oui. Et j'ai fait un linteau plat en briques comme ça, circulaire. J'avais pas mis les burettes en dessous, tu vois, ça n'a pas bougé d'un poil. Et pour ça, il faut que la porte soit ouverte à l'expérience, dans tous les domaines d'ailleurs, tu vois. Si la porte n'est pas ouverte en disant que Mais ça a coûté très cher tout ça quand même. Faut le dire. pas si cher, non. À l'époque, cher. ça coûtait très cher. Moi j'ai toujours fait attention à certaines. Non, ça jamais. Je pense pas, non. Je me rappelle que Carmen avait donné une laque pour sa maison et bon, les prix ont dû augmenter parce que à l'époque une laque c'était beaucoup d'argent et ça n'a pas été fini. Elle était Oui, reprise. parce que quelque part ça s'est aussi dessiné au fur et à mesure, tu vois, donc ça a changé les coûts. Mais bon, est-ce que c'est important? Je suis pas sûr, tu vois. Non, non, le résultat. Je viens de faire une très très belle maison à Pondichéry pour le directeur de l'Institut français, c'est vraiment une merveille. Hein. Mais lui aussi, il a ouvert la porte, on l'a faite ensemble. À mon avis, c'est une des plus belles maisons de Pondy maintenant, dans le style tamoul, tu vois, de récupération. Mais il a payé un peu de sa personne, parce que si tu veux permettre la création, il faut payer de sa personne dans tous les domaines. Donc tu continues à faire des maisons. Ah oui, plaît, attends, j'ai jamais fait autant de construction que maintenant. À perte ou à gain? Ah, gay, ça va, j'ai appris.
Ok. Et pourquoi ce karma de faire des maisons? C'est un karma ou c'est une passion? Je sais pas expliquer ça avec des mots. Peut-être que j'aime les métiers qui sont un peu durs, inconsciemment. Tu vois, C'est dur la construction? très dur. C'est de plus en plus dur. Tu savais, Pourquoi? hein? Et pourquoi? Parce que les ouvriers sont de plus en plus difficiles. Les mecs, t'as rien dans les mains parce que un jour le baston il a tel prix, le lendemain tel prix, tout le monde paie un peu plus, donc ton équipe disparaît. Après il y a eu un boom économique, c'est-à-dire il y a très peu de maçons. Les jeunes ne veulent plus être dans la maçonnerie, donc ils n'ont plus de helpers, ils amènent des hamas qui les aident. En fait, tu vois, c'est devenu assez dur. Pourquoi tu continues si c'est dur? Parce que je pense pas arrêter, mais pas une Tu seconde. pourrais faire autre chose, tu peux ouvrir un autre restaurant, faire un C'est ce que je suis en train spa. de faire, mais je continue la construction. Et tu ouvres un autre restaurant. Et pourquoi la restauration? Parce qu'un jour, Paola, Pondichéry, m'a appelé, m'a dit Pierre, est-ce que j'aimerais bien faire. Ah là, de Bruno, Ouais, de Bruno, qui est morte. qui est morte. Elle m'a dit j'aimerais bien faire un guest house, petit restaurant pour Roville et l'Ashram. Et l'idée m'a plu, donc j'ai fait ça avec elle. C'était quelle année ça? Je sais pas, en 80 et quelques, tu vois, avant qu'elle meure. Et puis après, elle me dit. Puis après, elle a commencé à être malade, tu vois, et puis bon, elle a quitté son corps. Et je me suis retrouvé avec le truc sur les bras, moi, tu vois. Et donc, je l'ai mis en gérance avec un Français, il a perdu tout ce qu'on a voulu. C'était où? Elle a pas Pondy. À Pondy. On Mais où à voulait faire Pondy? ça pour Auville. C'était dans la rue d'Albadur, tu vois. Ok. Voilà. Et donc, on a fait ça ensemble, et après, je me suis retrouvé avec le restaurant. Et puis, j'ai commencé à rencontrer des gens, ça m'a plu, tu vois, et puis j'ai continué. Et puis, au début, ça n'a pas marché, on ne connaissait pas, et puis maintenant, ça marche très très bien. On est devenu un numéro à Pondichéry, tu vois, dans tous les domaines. Donc, C'est pas trop dur d'être tous les jours là, non, faire la conversation avec des Français qui n'ont rien à voir. non, j'adore les gens, j'adore les gens. Non, j'ai pas de problème. J'ai aucun rapport relationnel. Tu vois. Et la restauration et la construction, ça se marie bien? Ça va. Il y a des gens qui disent que tu es très éparpillé, tu fais 50 000 choses. On peut dire ce qu'on veut. Mais Non, non, mais c'est passionnant, parce que c'est vrai que... tu vois, quand j'ai commencé le restaurant, tout le monde m'a dit ah, mais arrête, quoi, c'est pas ton travail, c'est pas ton métier, tu vas pas savoir. Ouais. Et puis voilà, maintenant, le restaurant, c'est vraiment devenu quelque chose, mais de partout. Et puis c'est pour tout comme ça, tu vois, je fais des choses, je les arrête pas, j'apprends. Et alors j'ai ma manière de faire les choses qui des fois sont pas trop rationnelles parce que le rationnel c'est pas mon truc. Et puis ça sera jamais mon truc, et puis c'est comme ça, c'est ma nature. Parce que quelquefois, tu as envie de ralentir, dire ok, je vais ralentir, Non. je vais prendre du temps pour moi. Non, jamais. Non, parce que tu vois, la paix ça se trouve de partout. Tu vois. Tu l'as la paix à n'importe quel De moment plus dans en ton plus, restaurant. je m'aperçois que j'obtiens calme, un vrai calme. Le calme dans la vie, le calme dans la difficulté, le calme, celui-là il est vrai. Celui-là personne ne peut te l'enlever, tu vois. Mais le calme, le mec qui est obligé d'aller à la campagne, ou s'asseoir pour méditer, ou se Là par, retirer d'un exemple, truc. là, par exemple, dans ta maison, tu n'as pas envie de passer plus de temps, de lire. J'y suis bien, mais je suis bien au restaurant, je suis bien avec toi, je suis bien avec lui, je suis bien quand je marche sur la route, je suis bien quand je vais en Indra, je suis bien, j'apprends à être bien, et puis voilà, c'est pour ça. J'ai pas besoin de- Et le corps, est-ce que le corps... Le corps, ça va, je suis très résistant, j'ai beaucoup d'énergie, hein, d'ailleurs. Trop peut-être. Hein, Sûrement, entre... j'ai beaucoup d'énergie, je me sens mieux maintenant qu'il y a 40 ans, il y a 30 ans. Tu vois, je me sens 10 fois mieux dans mon être. Faut que tu m'apprennes tout ça. Hein. Ouais. Il y a quelque chose. Donc ça, tu vois, c'est pour que dans... Je le dis à tout le monde, hein, que dans 50 Tu ans... sais, il m'est arrivé une très belle expérience, je ne sais pas si je dois en parler, mais Ah oui, s'il te plaît, s'il te plaît. j'étais au matrimandir, le jour de l'inauguration du matrimandir, et mon corps est devenu un roc. Tu sais l'expérience Les fondations, 70. Ouais, en 70, c'est devenu un roc. Tu vois, et ça va laisser des traces. Ben, explique-nous pour comment tu es devenu un roc. Tu Ouais, étais assis en méditation, donc, tu avais les yeux ouverts. j'étais à l'inauguration du matrimandir. Tu avais les yeux ouverts. Oui, complètement. Oui. Le jour ça m'a dit, ce jour-là, c'est bon pour la terre, tu vois. Et ça m'est arrivé, ça. Mon corps est devenu un roc, tu vois, un roc. Et peut-être que c'est ça qui fait que j'ai aussi la force, tu vois. Non, non, mais on est en admiration. Hein. On n'a pas du tout, d'ironie. Pas du tout. Ouais, de vous peut-être, mais il y en a, ils se gênent Non, c'est pas pour de ça me- qu'on fait ça. de me descendre à la mitraillette, tu vois, alors qu'ils ne savent pas du tout, même de te parler, tu vois. C'est pour ça qu'on fait ça, Pierre. C'est que pour Ouais. des gens comme toi, je veux dire... Tu vois, par exemple, moi j'ai un problème,
c'est que je suis assez généreux, tu vois. Ça me crée des difficultés, mais pas possible, ça. Et au lieu d'admirer cette qualité, parce que c'est quand même une qualité, ça, tu vois, eh bien, j'en prends plein la gueule, tu vois. C'est parce qu'on est à l'époque des marchands de tabac, tu vois. C'est-à-dire, tu as un paquet de tabac, tu lui dis, paie ça de côté, tu fais un petit tas, tu le montes, tout le monde dit, ah, putain, il est bon, lui. Tu vois, non, mais c'est vrai, tu vois. Et le mec qui est un petit peu aventurier, je suis pas sûr qu'il a, tu vois. Par exemple, je suis à Pondy, tu vois. Pour moi, faire le EA dans la vie, c'est important, tu vois. J'ai toujours pensé ça, j'ai toujours senti ça. Mais j'ai des histoires pas possibles, des pensées pas possibles. C'est pas normal, ça, tu vois. Si demain, le divin me dit d'aller avec prostituée, je veux me faire virer d'Euroville, quoi. Ouais, c'est quoi cette histoire? Je pense que personne ne peut te virer d'Euroville aujourd'hui. Non, mais attends, j'ai des histoires, l'autre, il ne veut même pas donner mon visa, en fait, tu vois. C'est pas possible. T'as pas de visa en ce moment? Depuis 2 ans. Non, mais c'est pour ça qu'on fait ce film-là, c'est qu'on voudrait non Moi, seulement... j'ai dit, je suis un Eurovillien. Je suis un Eurovillien. Et vous ne touchez pas aux Eurovilliens. C'est pas votre tête qui va. Non, mais t'es plus qu'un Eurovillien, tu es un pionnier d'Euroville. Ouais. Tu vois. Et un jour ça se saura, c'est pour ça qu'on fait ce film-là. C'est que non seulement ceux qui sont là aujourd'hui... Je dire que c'est une faiblesse, le cœur. Ça pas mal dans des histoires qui ne sont pas les tiennes. Mais le cœur, ça aime tout. Tu vois. Ça n'aime pas celui qui a la cravate, et celui qui n'a pas la cravate, il n'aime pas. Tu vois, c'est pas ça la vie. Tu vois. Alors tu peux pas être mis à l'écart parce que c'est pas normal tout ça. Non. Bien sûr, bien sûr. Le restaurant, j'ai pas choisi de le faire, je te jure. J'ai même pas fait ça par ambition, tu vois. Par contre, tous les gens qui passent maintenant au restaurant, l'ambassadeur les autres jours, ça s'engage, c'est une fenêtre d'Euroville ouverte sur le monde. Bonafont, il t'a dit ça? Hein? Bonafont? Non, celui d'avant. Ok. Après, par exemple, j'ai connu Serge Moiti, j'ai aidé à faire son film, j'ai passé La vie du vide, il m'a dit c'est le plus beau livre que j'ai jamais lu. Et ce mec Serge Moiti, c'est déjà pas mal d'années quand même. Hein. Non, il y a 2-3 ans. 2-3 ans. J'ai connu, j'ai eu aussi, il s'appelle, c'est Glenn Royal qui a besoin de cette sauvegarde, j'ai parlé avec elle, après elle est revenue voir en revue. Tu sais, rien n'est inutile dans la vie, tu vois, ils devraient comprendre ça, les gens, on est à des endroits, et c'est... Non, tu crois pas? Et tu sais, nous on fait ça parce qu'on t'a vu, on sait que tu es là depuis longtemps, mais le regard des gens un peu plus récents, ils n'ont pas le même regard. C'est pour ça qu'on fait cette série, c'est pour rendre hommage un petit peu à ces pionniers, parce que quand même, c'est vrai que tu as travaillé dans des conditions difficiles et que c'était difficile au début. C'est vrai qu'on avait le feu, on voyait mer, c'était extraordinaire, mais en même temps, ces gens-là, ces pionniers, ils ont fait des choses presque surhumaines, tu vois. Et toi, tu as fait des choses surhumaines, tu as marché tout seul, tu as été sadou. Moi, je vais te dire un truc, tu vois. Marcher pour aller à Pondy tous les jours, c'est impossible aujourd'hui. T'as pas un mec ici qui marche sur cette terre, sur de la terre d'Euroville, qui représente pas quelque chose, tu vois. Pour moi, c'est clair. Quels que soient les défauts, les qualités qu'il a, il est là, il sera là pour toujours. Et ça a un sens. Et je crois qu'on n'a pas le droit, tu vois, même les pires que notre tête peut penser que c'est les pires, ils sont là. On n'a pas le droit tu penses pas? Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment et qui te respectent, hein, beaucoup plus que tu penses. Hein, beaucoup plus que tu penses. Et que tu sois critiqué, moi je suis très critiqué, moi, mais pour d'autres raisons, hein, pas pour les mêmes raisons. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du respect pour toi. Maintenant, les gens qui savent que, tu vois, qui savent ton histoire, que comment tu as connu Mère, tu l'as vu. Moi je savais même pas que tu l'avais vu plein de fois Mère, je me rappelais, tu vois, je me rappelais plus. Que tu as marché en Inde, que tu vois, la quête que tu avais, cette soif, ça on ne le sait pas. Et donc le propos de ce film, c'est un petit peu de, tu vois, que le montrer dans 50 ans, les gens voudront savoir qui était Pierre-Éluard, Art au modèle, comment ça a commencé, et Satsanga. Et là, on a quand même, tu vois, c'est pour la postérité, on fait ça. Nous, on fait ça comme un don, comme toi, tu un petit peu tu l'exprimes. C'est aussi un don à Roville, aux futures générations, pour qu'on puisse un jour savoir qui était Pierre-Éluard. Même, je trouve que parce qu'on a commencé à regarder, on a fait 3 interviews, on en a regardé une. Et ce que j'ai éprouvé pendant ce visionnage, c'est qu'en fait, ça fait partie de notre patrimoine. Et même ceux qui n'ont pas connu Mère, ou qui n'ont pas connu ces gens-là, ça fait partie, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'avec des témoignages comme ça, on est en face de l'humanité et on la partage. Donc c'est au-delà de la prospérité et du souvenir et du témoignage historique. C'est vraiment une partie de nous-mêmes, même si on ne la connaît pas pour l'instant. Tu vois,
Enfin, bon, tout ce que tu viens de dire, tout ça, c'est... Et puis chacun a un style en plus. Bien C'est sûr, ça qui est bien sûr. intéressant. Si un jour ce que j'ai dit alors, tu dis, tu vois, ouais, toi tu es très différent de moi, tu vois. Et moi je t'accepte profondément. La seule différence entre toi et moi, c'est que toi tu es toujours en train de me dire ce que je peux pas faire moi. Et moi je te dis jamais rien. Tu vois. Et du coup la personne n'a plus jamais rien dit. Tu vois. Si je pourrais faire une petite remarque, tu vois, c'est que en tant qu'intervieweur, j'aurais aimé, à la fin, bon, tu t'ouvres un petit peu plus, mais j'aurais aimé par exemple, pour l'entrevue de mer, que tu essayes de, tu vois, de revenir. Mais un comment peu tu plus. peux décrire Non, c'est difficile, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. il faut peut-être être doué pour ça, ou tu vois. Non, tu passes un petit peu rapidement sur des choses qui sont extrêmement importantes. Je peux pas décrire. Non, non, c'est pas une question d'écrire, ça peut être deux mots, ça peut être une image, ça peut être, tu vois, ça peut être beaucoup de choses. Chaque personne a une manière différente de décrire son entrevue avec mère. Mais comme toi, tu as des expériences assez profondes, et que tu en parles comme ça d'une manière très rapide, comme tu vois, en disant, ok, ma conscience s'ouvrait, je sortais de mon corps et tout, c'est quand même des Ça, choses c'est la très, petite très, expérience. tu vois, Après, il y a très celle rares, où très la scène importantes. où Hein. Elle te faisait descendre dans ton être. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, c'est difficile de décrire, tu Il faut vois. que ton propos soit un peu plus rigoureux, tu vois. C'est juste une remarque. Mais je Mais- sais pas, mais- peut-être je sais pas faire. Mais Par exemple, si tu tu vois, te rappelles de Satprem, il parlait bon, sans Satprem, fanfare, il mais en avait même une- temps, chaque mot était pesé. Satprem, c'est un poète, c'est un écrivain, il sait T'es parler. un poète aussi à ta manière. Ouais, mais est-ce que je sais parler? J'en sais, tu vois. Mais Parce que on souffre tous les deux un petit peu de cette même image, c'est que les gens ne te donnent pas la profondeur qu'en fait tu as. Mais moi, par exemple, moi je me rappelle de toi, hein, même pas aujourd'hui, quand je te voyais tous les jours marcher sur la plage. Hein. Ah oui, Tu moi vois. j'ai passé ma vie au samedi, dans ces Ouais, premières ouais, années, j'ai passé je ma me vie au rappelle de toi, samedi. là. Après, je sais même pas. Et c'est pour ça que ces témoignages sont importants, tu vois, en plus c'est extrêmement touchant d'entendre tous ces gens parler de ces moments. On était quand même très privilégiés, toi tu dis, mais on était extrêmement privilégiés. D'avoir connu mère aujourd'hui, ma femme Namrita, qui n'a pas connu mère, mais qui quand elle est arrivée ici, elle s'est sentie que c'était chez elle. Quelque part, il y a on ne peut pas parler de jalousie, mais en même temps, on a été très très privilégiés de connaître la mère divine. C'est clair. C'est ce que j'ai dit l'autre jour à Gérard de Rothschild, parce que quand j'ai voulu l'interviewer, il a dit non, non, je sens pas. Je lui ai dit, tu sais, c'est pas pour nous qu'on fait ça parce que dans Mais 50 moi, j'ai peur de ans... parler de moi aussi, tu vois, c'est pour ça que j'ai Non, 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 aussi de... tu me demandes de parler de mère, pas de Ouais, toi. c'est ça, ouais. Tu vois, parce que c'est un cadeau qu'on fait, bon, c'est pas une question d'ego, mais c'est un cadeau qu'on fait à des tas de gens qui n'ont pas eu cette chance. Hein, qui n'ont pas eu cette chance. De même que quand Satprem disait, il a vu une fois Sri Aurobindo Satprem, et il a dit, ça l'a marqué toute sa vie, il a dit c'était un Himalaya. Moi je l'ai entendu dire plusieurs fois, Sri Aurobindo c'était un Himalaya. Et je ne sais pas, à Rouville, je crois qu'il y a une personne à Rouville qui a connu Sri Aurobindo. Ben, cette personne, c'est monsieur Tamoul. Hein. Tu as vu dans le livre de Christine, elle en parle. Hein. Je voudrais qu'on l'interviewe aussi, parce que c'est quand même, on devrait, tu vois, cet homme-là qui marche, personne ne fait attention à lui. On devrait presque, tu vois, lui porter un respect et une attention qu'on ne fait pas. Et quelque part, c'est une faute, c'est une carence. Tu sais, j'étais en moto sur la route en France, dans les Cévennes. Et puis il y a une phrase dans un bouquin qui s'appelle « Viens à moi, Sri Aurobindo », tu vois. Cette phrase, et tout d'un coup, dans le physique subtil, ça fait longtemps que je suis ouvert à ce monde-là, tu vois. Sri Aurobindo qui était là, tu vois, c'était physique, j'ai arrêté ma moto. Tu vois, dans les Cévennes. Dans les Cévennes. J'ai arrêté ma moto, je pouvais, tu vois, je pouvais plus conduire pendant quelques temps. C'est des trucs ça qui, même aujourd'hui, je me rappelle d'une manière tellement forte. Tu vois, et cette force qui descend dont tu parlais tout à l'heure, je me rappelle de Satprem, la première fois que ça m'est arrivé, Satprem me disant ah, je me rappelle quand tu l'as. c'est formidable, c'est formidable. Et moi j'étais étonné parce que bon, vous avez encore tu vois, une balance comme ça. Ouais. Et Satprem me dit c'est formidable ce qui t'est arrivé. Tu vois, donc je c'est me important. rappelle de toi quand je voyais la force qui te, tu vois. Mais il y a des gens que je connais qui sont arrivés depuis plein de temps, qui sont bien, qui sont des sadaks, etc. Ils viennent de la recevoir, la force, et puis des bons à rien, tu vois, qu'ils arrivaient là, et 3 jours après, ils la recevaient, tu vois. Et je pourrais même te donner des noms, tu vois. C'est pour ça qu'il faut arrêter il faut arrêter avec la tête, tu vois, de penser quoi que ce soit, quoi, tu vois. Non?
C'est dans ton truc, moi, tu sais, enfin, je sais pas, tu filmes pas, non? Non, on filme pas là. Depuis 40 ans, je vois les couleurs sur mon intérieur, les forces qui descendent dans les êtres, etc. tu vois. C'est une beauté mais extraordinaire. Mais pourquoi est-ce que ça ne se manifeste pas plus dans ton avatar extérieur? Mais je sais pas, parce que j'ai pas envie. Moi, je disais un jour à quelqu'un, tu sais, je me cache, parce que, voilà. Je crois que je me cache. Ouais. Et pourquoi tu te caches? Je sais pas, comme ça. Est-ce que tu penses que, je sais pas, quand tu vas devenir plus vieux, Tu veux dire plus jeune? Je viens de dire plus jeune. plus jeune dans le cœur, plus vieux dans l'âge, est-ce que tu te cacheras moins? Peut-être, non, je cacherai plus. Et pourquoi tu te caches? Je sais pas, pas expliquer ça. Parce que tu dis qu'on est tous frères et quand ceux qui sont en Auroville qui marchent sur Auroville sont tous frères, à ce moment-là, pourquoi se cacher? Il y a quelques frères, On se cache oui, tous il y a, un il y a petit plein de peu. faux frères aussi. T'as des faux frères aussi? Il y en a plein, oui. Je sais pas ce qu'il en pensera quand même. Bien, écoute, c'était bien, je pense que... Un jour, Si un quelqu'un jour, m'a appelé mon frère, j'ai dit, fais gaffe, hein, le jour où tu sauras ce que c'est un frère, tu prononceras ce mot. Il n'y a plus rien dit. Mais c'est une notion très indienne, hein, de frère, tu connais bien, hein, de frère, de sœur, d'oncle. Tous les enfants appellent les gens plus âgés uncle, auntie. Bien. C'est bien, écoute, si un jour tu as envie de parler plus, tu nous appelles, on reviendra. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles tu pourrais, tu vois, un petit peu plus t'appesantir, mais c'est pas, parce que je sais pas les décrire, je veux dire, je sais pas parce en que parler de autrement. tous ceux qu'on a fait, tu es celui qui a le plus d'expérience intérieure, hein, spirituelle. Et donc ça vaudrait le coup pour ces générations futures que tu puisses un petit peu plus tranquillement et tu vois, expliquer un petit peu ce que tu as ressenti à ce moment-là, comment ça se traduisait. Tu vois, quand tu as vu Shrobindo, est-ce que c'était une image subtile? Est-ce que c'était physiquement qu'il était là? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as senti? Là, c'est vrai que c'est des mots, mais en même temps, ça aide à ce que l'expérience soit plus présente et plus vivante pour l'auditeur, celui qui verra cette vidéo dans 20, 30 ans, 50 ans, 100 ans peut-être. Mais bon, en interview, en même temps, ça correspond à des états, des moments où tu fais peu, des moments où tu dis ça, d'autres moments où tu dis autre chose. Non? Bien sûr. Donc voilà. Très bien. Merci Pierre. Hein? De rien. Ah, très bien. On fera sûrement un jour. Je sais pas, je pensais peut-être, tu vois, pour Pierrot et Gloria, parce que personne ne les connaît aujourd'hui. Toi, ils passent en moto, personne dit bonjour. Ça quand même, tu vois, ça vaudrait le coup un jour de leur rendre hommage. Qui a été important à Auroville. S'il n'y avait pas lui, je ne sais pas si il faudrait que tous leurs amis comme toi, je ne sais pas où il en serait le matrimondial, tu vois. Voilà. Enfin, Oui, tous les gens comme nous qui savent ce que Pierrot a fait, un jour lui rendre hommage. Et peut-être qu'on pourrait passer ce film dans ce moment-là, qui était aussi un beau film parce qu'ils étaient tous les deux ensemble, très simplement, tu vois, très sans prétention, mais ils ont quand même, c'est une épopée. Et même, ils ont été vachement discrets, j'ai trouvé. Ouais. Ils ont Modeste, été tu vois. très modestes. En fait, peut-être que si on croisait les témoignages avec d'autres gens qui ont participé à ça, on aurait encore plus. Peut-être un jour leur rendre hommage. Et ça serait sympa parce que ils ont dit des choses intéressantes, mais en même temps, comme ils étaient modestes et réservés, ils se sont retenus aussi. Un peu comme toi, mais dans un style un peu différent. Oui, très différent. Moi, de temps en temps, j'allais le voir pour demander un conseil, mais ça fait moins de Écris peut-être tout ça, enfin, peut-être tu écrives, tu vois, au lieu de, bon, si parler ça te pose un problème, écris de temps en temps, ça devient, ok, voilà, ah oui, ce moment-là, cette expérience-là, comme ça s'est passé comme ça, tu écris. Puis un jour, je sais pas. J'ai pas ce truc de me mettre en avant, moi, c'est ça mon truc. Non, mais personne tu vois, d'abord, je sais pas parler, de réunion, tu me vois, jamais parler. Et j'ai pas ce truc, tu c'est vois. pas pour nous qu'on fait ça. Je sais, mais ça, il faut que je l'accepte aussi. C'est pas pour nous. Tu vois, nous, on le fait vraiment, pas tu vois. ce truc. Lui, il a acheté la caméra vidéo avec ses sous. Moi, j'ai contribué aussi. On vient, on va rien en faire. On va les donner, on va donner des copies à l'archive. Lui, il garde une copie. Moi, je garde une copie. Donc, t'es pas caméraman de métier? Je suis pas appris à l'école. Good. Je suis un peu comme toi. Là, je vais te dire un truc. Moi, j'ai eu des élèves d'architecture qui sont venus travailler avec moi, qui ont appris à l'école.
Mais ici, c'est l'école de l'imagination, c'est l'école de, tu vois, les mecs ils sont nuls, je veux dire, on leur apprend que des conneries, on les bloque en disant ça c'est possible, ça c'est pas possible, tu vois, et ils n'arrivent plus à créer, quoi. Non. J'ai fait le chèque, mais j'ai oublié de le prendre. Je t'apporte la prochaine fois. Je pars dimanche et je rentre dimanche prochain. Tu vas où? Je vais à Paris. D'accord. Une semaine. Une semaine, je vais venir. Et donc, quand je rentre, je vais téléphoner à quelques personnes pour prendre un rendez-vous comme ça. Pas cette semaine qui vient, mais la semaine d'après, on fera. D'accord. J'ai bien envie de faire Joss, si il est là, pour le côté écologique. Et puis, si tu peux reparler à Renou, Ouais. ça serait bien de faire Renou. Hein. Ouais. Ok. Joss, oui, là. Ouais. Là, depuis longtemps, hein. Ouais. Good, good. Moi, je serai pas là début avril. Ça où? Je serai à Bangalore. À Bangalore? Ouais. Et tu rentres quand? Bah, vers le 3, quelque chose comme ça. Ok, 3, 4 moi aussi. maximum. Moi, je rentre le 30, mais bon. Ouais, à 2-3 jours près. Ouais. Ouais. Ok, Pierre. Bon, ben je retourne au boulot.